Salut tout le monde, bienvenue sur tout nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on voit la preview de la SEC Est. Je suis en présence de Guigui de Florida Gators, de Ryan de LSU Tiger et de Kevin. Kevin, je suis pas sûr qu'on t'ait déjà eu sur un podcast, mais on t'a déjà vu sur nos lives, notamment à la draft. Donc voilà, Tout à Kevin fait. gère le compte de France Ducks avec Robin, que vous connaissez. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec la preview de Florida. Un gros morceau pour Guigui. On commence directement dans le vif du sujet. Pour mes petits Gators, on va refaire un point assez rapide sur la saison dernière. On finit la saison en 8-4 officiellement. On va en finale de SEC contre Alabama qu'on perd de 6 points, 52 à 46, avec un ball game qu'on perd où on se fait manger. Hein, il n'y a pas d'autre mot contre Oklahoma. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la saison 2021. Beaucoup de départs, surtout du côté de l'attaque, où on perd notamment nos titulaires quarterback et receveurs et tight end, avec Trask, Pitts en tight end, Kadarius Toney et Trevon Grimes en receveur. Donc c'était vraiment nos gros playmakers, parce que le jeu à la course n'était pas forcément notre grosse arme à l'année dernière. Tout à reconstruire en attaque. En défense, on ressort d'une saison historiquement mauvaise. On était autour de 30 points encaissés par match, c'est-à-dire le plus mauvais total depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, dans l'histoire des Gators, pour situer un petit peu à quel point c'était pas ça. Plein de choses qui l'expliquent. Pour moi, une des principales, c'est notre cordeau défensif. On avait les joueurs, mais on n'avait pas les solutions. Donc c'était assez frustrant à regarder. Pour cette année, nouveau quarterback, du coup, avec le départ de notre Heisman finaliste Kyle Trask. Donc c'est Emory Jones qui récupère les rênes de l'attaque. Emory Jones, c'est le premier quarterback recruté par Dan Mullen qui va starter. Donc Emory Jones, c'est un vrai quarterback dual threat, comme Dan Mullen les aime, avec les Tim Tebow, les Dak Prescott en universitaire. Je suis vraiment épais par ça. Je sais que tout le monde ne l'est pas dans le podcast. Moi, j'ai vraiment de gros espoirs sur son développement et sur ce qu'il peut apporter sur le jeu à la course et à la passe. On va être beaucoup plus balancé en termes de passe-course que l'année dernière, où c'était quasiment du 70-30. Là, on va être beaucoup plus autour de 50-50 à mon avis. Beaucoup plus de read option, beaucoup plus de run pass option, beaucoup plus de course QB, tout simplement. Pour remplacer Kyle Pitts, bon, déjà, on va être honnête, tu remplaces pas un mec comme Kyle Pitts. Tu fais sans lui. On va avoir un tight end expérimenté qui est Kemory Gamble, qui avait pris pas mal de reps quand Pitts s'était blessé l'année dernière face à Georgia. Et sur les postes de receveur, ça va être très jeune. Ça va être Jacob Copeland et Xavier Anderson, le petit frère de CJ Anderson. On a un gros corps de running back, donc qui peut profiter justement de ce changement de style. On a vraiment 4 voire 5 running backs qui ont le niveau pour prendre des reps. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va se goupiller, avec notamment les 2 anciens 5 étoiles transferts, Demarcus Bowman qui nous vient de Clemson et Lorenzo Lingard de Miami. Ça va vraiment être intéressant. Ça va être, si vous avez vu jouer Florida l'année dernière, ça n'aura absolument rien à voir offensivement. Ça va retourner un peu sur les schémas de jeu de l'ère Tim Tebow. Donc pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque le fun and gun. J'ai une petite question pour toi. Je vais peut-être te faire ta transition pour la O-line. Mais l'année dernière, quand même, vous avez eu beaucoup de mal à produire sur le jeu au sol. Est-ce que tu penses que là, avec Emory Jones, votre corps de running back, est-ce que votre O-line va réussir à ouvrir des brèches cette année? On va avoir un corps de O-line qui n'a pas tant bougé que ça par rapport à l'année dernière. C'est ce que j'avais déjà dit sur d'autres previews. Moi, c'est quelque chose où je mets beaucoup d'importance. Le fait d'avoir une O-line qui prend de l'expérience ensemble, en fait. Parce que Kevin, qui est coach, il pourra vous en parler. Que les 5 mecs de la O-line aient beaucoup de reps ensemble, c'est très important pour leurs habitudes, tout ce qui est communication, c'est très important. Donc, je pense que ça va encore progresser là-dessus. On a des jeunes O-line aussi qui vont peut-être pousser un peu pour du temps de jeu. Le fait de représenter une menace vraiment à la course et à la passe, ça va permettre d'équilibrer un peu, et ça va permettre aussi que les défenses adverses soient moins sûres de ce qui va se passer, en fait. Parce qu'avec Trask l'année dernière et notre jeu à la course n'était pas effectif, personne ne respectait notre jeu à la course, et a raison. Ensuite, sur la défense, donc comme j'ai dit, Todd Grantham, notre coordinateur, est toujours là.
Par contre, on a eu du mouvement sur les postes de coach, sur les DB. On a perdu du coup tous nos safety quasiment. On a perdu Brad Stewart, on a perdu Donovan Steiner, on a perdu aussi Marco Wilson. Mais du coup, ça va être très jeune. Il y a un nom qui est un true freshman, qui je pense du coup va possiblement starter à l'opposé de Kyrie Lamb, Jason Marshall. Honnêtement, il était border 5 étoiles sur certains sites, 5 étoiles sur d'autres. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Je suis vraiment très hypé. Maintenant sur les postes de linebacker, ça risque de pas bouger. Ça va être Miller et Diabaté. On a une D-line qui va être très solide. On a eu notamment 2 transferts de Penn State avec Antonio Shelton et de Auburn avec Daquan Newkirk. Donc c'est des gras transferts, donc ça va ramener de l'expérience, ça va ramener du leadership. Pour moi, sur le personnel pur, on a de quoi faire, on a des bons joueurs, on a des vrais joueurs de foot. Maintenant, j'espère juste que contrairement à l'année dernière, ça va réussir à cliquer. On va arrêter de voir des mecs totalement perdus sur le terrain, à regarder à droite, à gauche, tu prends quoi, t'as quelle zone, ça regarde le coach, boum, le snap il part. Que ça, on l'a vu un nombre incalculable de fois et c'était vraiment fatigant. Historiquement, tous les schémas défensifs de Todd Grantham sont assez complexes. Ça faisait 6 mois, 8 mois qu'il le bossait. C'est pas possible de voir ça en fait. C'était vraiment ça. Donc maintenant pour le calendrier, nos 2 premiers matchs, c'est 2 matchs hors conf, mais ça reste en Floride. Donc on va recevoir Florida Atlantic. On va à South Florida. Et 3e semaine, le choc face à Alabama. Je suis peut-être très optimiste, mais j'y crois. Parce qu'Alabama ont perdu aussi pas mal de gars. Ils ont aussi pas mal de gars qui ont pas eu tant de reps que ça. Je pense notamment à Bryce Young. Ils sont un peu dans notre situation offensivement. Ils ont perdu beaucoup de monde. Ils ont un quarterback jeune et qui n'a jamais été titulaire. Soit on va profiter de leur manque d'ajustement, soit ils vont profiter des nôtres. Derrière, on a Tennessee, Kentucky, Vanderbilt. Le match contre LSU à LSU, où j'espère qu'il va y en avoir 2-3 qui vont avoir un peu la haine de comment c'est passé l'année dernière et d'aller se venger un peu du côté de Death Valley, ça ferait plaisir un peu à tout le monde. Match contre Georgia derrière, donc on a notre bye week entre les 2 matchs. Match contre Georgia à Jacksonville. Derrière South Carolina, petit cupcake comme on les appelle avec la réception de Samford. Missouri et le retour de la traditionnelle rivalité face à Florida State qu'on n'avait pas eu l'année dernière à cause du Covid et des calendriers full conférence. Donc ça va faire plaisir aussi de les retrouver. Donc on les a à la maison. J'espère si j'arrive à me débrouiller, j'espère vous faire le débrief directement de là-bas. C'est le but pour cette saison. Je vais essayer d'aller voir ce match. Et voilà, donc moi je pense vraiment que sur les 12 matchs qu'on a, on peut en gagner. Il faut qu'on en gagne au moins 10 ou 11. Il ne faut pas qu'on fasse comme l'année dernière en fait à perdre les 2 matchs qu'il ne faut pas. Hein. Donc Bama ça va être un tournant, LSU ça va être un tournant et Georgia ça va être un tournant. C'est très bateau comme réflexion, mais c'est tout le temps ça. Donc ça va être à mon avis, ça va aussi jouer à qui arrive le plus frais sur ces matchs-là. Parce que pour LSU et Georgia, c'est en mi-fin de saison. Je vais être moins dithyrambique que l'année dernière où je gueulais à la saison parfaite, à la première de notre histoire. On va tabler sur allez, on va quand même être optimiste, on va tabler sur du 11-1. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. Donc voilà. Il y avait aussi juste un petit nom que j'ai oublié de vous préciser en défense, c'est Devon Black. C'est la belle histoire, je trouve, de cette année aux Gators. Devon Black, c'est un mec qui avait commit, qui devait s'engager l'année où Mullen, a commit l'année où Mullen est arrivé. Il a été commit à Mississippi State de base avec Mullen. Il a commit à Florida à Mullen. Problème de notes. 2 ans de JUCO. Il se rend éligible et il arrive enfin sur le campus. Donc pour moi c'est vraiment la belle histoire. C'est un playmaker de fou. Il était classé comme le meilleur joueur de JUCO du pays. J'espère qu'il va jouer dès sa première saison. Honnêtement, pour moi, il peut choper ce poste qu'avait CJ Gardner-Johnson à l'époque de nickel, box safety, 3e linebacker, on va dire. Donc, j'espère vraiment le voir jouer et j'espère vraiment le voir réussir parce que c'est vraiment le bon gars.
Donc voilà, si vous avez des choses à me dire. Et oui, j'ai oublié de dire évidemment, à l'outtake, Emory Jones sera top 10 Iceman à la fin de la saison. Ok, merci Guigui. Donc, vous voyez, très, très, très optimiste pour une saison à 11-1 et son QB en Iceman. Mais bon, on espère pour lui. Merci. On espère. Du coup, on va passer à l'équipe de Mizzou. Donc l'équipe des Tigers du Missouri, donc sur la saison 2020, ils font une fiche de 5 victoires pour 5 défaites. Ça leur suffit pour aller au Music City Bowl, qu'ils auraient dû jouer contre les Hawkeyes de l'Iowa. Malheureusement, à cause du Covid, il y a eu beaucoup de problèmes et en fait, ce match-là a été complètement annulé. En fait, il n'a pas été joué. Donc saison pas trop dégueulasse quand on sait que c'était la première saison du coach Elijah Drinkwitz. Il fait une saison quand même pas mal avec quelques jolis moments, notamment la victoire contre nous 45-41. Grosse victoire à l'arraché. Je crois que la fin de match est complètement ouf. Ils nous arrêtent, je crois, 4 fois sur leur ligne d'en but, quoi. C'était ouf. Et à la fin, un gros jeu de leur DB qui va tiper une balle qui allait arriver dans les mains de Terrace Marshall. Enfin, gros match à l'arraché des Tigers. Et surtout une apparition dans le top 25 en week 9, juste avant la réception de Georgia. Donc belle première saison en fait pour Drinkwitz et son staff. Staff qui reste en grande majorité le même. Il a choisi de conserver la majorité du staff qu'il avait mis en place dans sa première année, à l'exception du poste de cordeau def. La saison dernière, ça se finit en eau de boudin pour les Tigers. Sur la fin de saison, Missouri commençait à prendre pas mal de yards et pas mal de points. La défense avait l'air perdue et donc c'est le corps défensif qui en paye les frais, quoi. Et c'est pas plus mal parce que Drinkwitz a réussi à récupérer en fait l'ancien head coach des Arizona Cardinals, Steve Wilkes. Alors certes, aux Cardinals, il n'avait pas fait une très bonne année, il avait fait une année même catastrophique. Mais bon, là, il vient que en tant que cordeau def et on sait que ça peut être utile d'avoir un mec qui a une expérience NFL derrière lui. Sur le portal transfert, il y a beaucoup de mouvements à Mizzou. Comme beaucoup d'équipes, ça bouge dans tous les sens et c'est pas prêt de changer. Il y a 15 départs actés pour les Tigers au moment où on enregistre. Peut-être plus à venir pour 6 arrivées. Alors certes, il y a beaucoup de joueurs qui partent, mais au final, on voit que Drinkwitz perd surtout de la quantité, mais gagne en qualité parce que les 6 arrivées, c'est vraiment des moves qui peuvent être importants pour la suite du programme. Des mecs qui peuvent être tout de suite dans la rotation et qui peuvent tout de suite apporter là où les 15 départs, pas forcément. On commence par 2 DB en fait qui arrivent à Mizzou en provenance de Tulsa, Ali Green et Caleb Evans. C'est 2 DB grand format, il y en a un qui fait 1m90 et l'autre 1m88. Ils rejoignent les Tigers avec donc pas mal d'expérience dans leur bagage parce qu'à eux deux ils combinent quand même 53 matchs joués avec Tulsa. Donc clairement là on les fait venir pour renforcer immédiatement la défense de Mizzou et je pense qu'ils vont avoir déjà pas mal de temps de jeu dès la saison prochaine. Ensuite, on a une arrivée d'un linebacker qui vient, je pense, pour pallier au départ de Nick Bolton, qui est parti cette année à la draft chez les Chiefs de Kansas City. Donc le linebacker, c'est Blaze Aldridge, un linebacker senior qui faisait les beaux jours de Rice, avec notamment 2 sélections dans la First All-American Team dans la conférence CUSA. Il a réussi notamment 200 plaquages, 29 pour perte et 6 sacs en 28 matchs avec les Owls de Rice. Donc pareil, c'est un mec comme pour les 2 DB qui va arriver et être tout de suite en fait dans la rotation des linebackers. Tu le prends pour qu'il soit effectif directement. Et enfin, Mizzou réussit à bien renforcer son attaque avec l'arrivée de 2 O-line et d'un wide receiver. Ils enregistrent aussi l'arrivée du mammouth d'Oklahoma, le garde E.J. Ndoma Ogar. C'est un freshman, 4 étoiles. Le mec, c'est une montagne, c'est un monstre physique. Il fait 1m90 pour 150 kg. Le mec peut apporter en fait directement de la puissance et de la violence sur l'intérieur de la ligne, mais directement, quoi. Même dès son année freshman, c'est fort possible qu'on le voit venir donner un coup de main.
Et enfin, l'arrivée qui est peut-être la plus intéressante, c'est l'arrivée du wide receiver Mookie Cooper, qui risque bien de prendre la place de Slot. Il vient, si je dis pas de bêtises, d'Ohio State. Et en fait, il arrive en tant que receveur freshman. Et quand il sort du lycée, c'était le 16e du pays à son poste. Il est hyper explosif et je pense qu'il va être sur les terrains assez rapidement. Alors peut-être pas dès la week 1 parce qu'actuellement il est blessé. Il s'est fait une petite blessure en pré-saison. Mais on peut le voir très très rapidement et je pense qu'il va faire un bien fou à l'attaque de Mizzou. Pour ce qui est de l'effectif, donc là pour la saison prochaine de Missouri, on va avoir donc Connor Bazelak. C'est un redshirt sophomore. Il a joué un petit peu beaucoup même la saison dernière. Je pense que la place de quarterback, elle est déjà lock pour lui. Il a montré des belles choses. Il a montré des jolies capacités de game management. Il finit la saison, je crois, à 2366 yards, 7 touchdowns et 6 inters. Alors, comme ça, quand on met les chiffres sur le papier, on se dit quand même, ouais, 7 TD pour 6 inters, c'est un peu dégueu. Mais c'est surtout que sur les 6 inters, je crois qu'il en fait 4 sur les 2 derniers matchs. Sinon, avant ça, c'est assez propre. Il y a le manque de TD, par contre, qui lui fait un petit peu de mal sur cette fiche. Donc, clairement, pour moi, il doit step up cette année. Cette année, il rentre vraiment en tant que deuxième année de quarterback. Il faut qu'il réussisse à être plus agressif. Il faut qu'il gagne plus de yards. Il faut qu'il aille marquer plus de touchdowns. C'était prometteur en 2020. Maintenant, tu dois confirmer ça sur l'année 2021. Maintenant, il ne sera pas tout seul. Pour l'aider, comme j'ai dit, il y a déjà Mookie Cooper qui va venir lui donner un vrai coup de main. Mais il y a aussi le retour de 4 O-line sur 5 qui étaient titulaires l'année dernière. Et notamment donc Michael Maietti, qui est le centre. C'est un centre senior. Qui a joué, si je dis pas de bêtises, tous les matchs depuis qu'il est arrivé à Mizzou. Il a pas manqué un match. Le mec, c'est la consistance à l'état pur. Tu le mets sur le terrain, tu sais qu'il va venir, il va performer. Il a aidé Larry Rountree sur toute la saison dernière. Larry Rountree fait une très bonne saison et je pense que l'aide de Michael Maietti y a été pour beaucoup. Ce genre de mec-là, c'est hyper important dans un effectif. Et je pense que ce mec-là, s'il refait une saison comme il a fait cette année, il y a des chances pour qu'on le voit dans la All SEC Team à la fin de l'année. Ça ne m'étonnerait pas. Pour ça, il aura aussi l'aide de Tyler Badie, qui sera très important, car justement, il prend la suite de Larry Rountree. Et quand on sait à quel point Mizzou s'est appuyé sur son jeu au sol l'année dernière, clairement, il a une vraie carte à jouer. Donc Tyler Badie, c'est aussi un running back senior. On voit qu'il y a beaucoup de seniors dans cette équipe. C'est pas plus mal. C'est les mecs qui justement ont de l'XP, ils ont de l'expérience, ils vont pas avoir peur dans les gros matchs. Donc là, pour le coup, Tyler Badie, il a la place grande ouverte. Larry Rountree avait une énorme importance dans l'attaque de Mizzou. Là, il peut tout récupérer. Badie, c'est un running back qui est comme on dit un 3-down back. Il peut jouer en fait en force, comme il peut jouer à la passe. Il est peut-être moins puissant que Larry Rountree, mais je le trouve quand même un petit peu plus complet. Surtout au niveau du catching game, il va faire vraiment du bien à Bazelak. Donc tout est bon là, pareil que pour Bazelak en fait. Là, t'as la place, personne pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc vas-y, rentre sur le terrain, fais ce que tu sais faire et montre-toi tout simplement. Très explosif, très rapide. Il a des bonnes mains, donc comme je le disais, il peut tout à fait avoir un gros rôle. Il faudra voir si sur la deuxième saison de Drinkwitz, il s'appuie toujours autant au sol ou s'il choisit de changer un petit peu son jeu et s'orienter un petit peu plus vers la passe. Mais dans tous les cas, il risque d'être utile et surtout Drinkwitz, il pourra s'appuyer sur une room de running back qui est quand même assez deep pour essayer de le garder frais et en fait garder ce potentiel de playmaker intact pour tout au long des matchs. Quand tu fais rentrer ton mec et qu'il est cuit, tu vas pas aller lui demander de te faire des courses de 70-80 yards. Par contre, s'il rentre qu'il est frais, là à tout moment il peut te faire péter une défense. Pour la défense, retour de Trajan Jeffcoat. C'est peut-être celui qui a le plus surnagé sur la D-line des Tigers l'année dernière, qui avait beaucoup de mal à mettre la pression sur les quarterbacks adverses. Pas pour lui, il finit l'année, donc Trajan Jeffcoat, c'est un D-end junior, c'est clairement la menace numéro 1. Il finit l'année dernière à si je dis pas de bêtises, 23 plaquages, 6 sacs et 1 forcé de fumble en 8 matchs si je dis pas de bêtises. Donc très clairement, c'est lui la menace numéro 1 sur la D-line et il va falloir que, pareil,
ils se mettent au diapason pour emmener en fait le reste de l'escouade avec lui. S'il arrive à créer de la pression, ça va libérer en fait des lanes pour les autres D-line qui vont aussi pouvoir aller se faire plaisir. Donc tout va partir de lui. La D-line, justement, j'en parlais, elle fait pas une bonne saison l'année dernière, mais elle récupère en fait pas mal de mecs blessés, pas mal de seniors qui s'étaient blessés au fil de l'année. Donc pour moi, c'est peut-être l'escouade qui a le plus de potentiel et de talent en fait dans cette équipe de Mizzou. Peut-être pas de talent parce que l'escouade de receveurs est très talentueuse, mais en fait pas mal d'inexpérience et pareil, ça sera à eux de prouver, mais il y a du talent dans la room de wide receiver. Mais par contre sur la D-line, on l'a en fait, on a le talent et on a l'expérience. C'est-à-dire que les O-line adverses vont non seulement devoir garder Trajan Jeffcoat, mais il y a aussi le duo d'intérieur, donc Whiteside et Akayal Byers, qui sont vraiment des beaux bébés et il va falloir les tenir. Comme je disais, si Jeffcoat réussit à faire du bon travail, ça risque de libérer des lanes pour ces mecs-là et ces mecs-là, si tu les laisses, ça peut faire très mal à ton running ou à ton QB. Donc si cette escouade elle arrive à jouer à son niveau et à pas se blesser, elle sera d'une aide clairement folle pour les Tigers et tout va partir de la D-line. Par contre, là où j'ai une petite interrogation, ça va être sur les DB et plus précisément sur les safety. Au-delà du fait qu'il y ait 2 cornerbacks qui étaient anciennement 2 étoiles en sortant de high school, qui arrivent en fait via le transfert portal et puissent directement prétendre à des places de titulaires, ça en dit déjà long sur toute ta room de DB. Mais le problème, c'est vraiment les safety, parce que justement, les safety, il n'y a personne qui est arrivé via les transferts. Et actuellement, dans l'effectif, on voit personne qui puisse prendre la relève de Bledsoe et de Tyree Gillespie. C'est 2 joueurs qui étaient là l'année dernière, et la défense, justement, elle se prenait quand même parfois des gros big plays, malgré que ces 2 mecs-là soient là. Et ces 2 mecs-là, ils sont partis en pro. Et comme je vous le dis, on voit personne là actuellement dans l'effectif qui puisse en fait tout de suite prendre la relève. Donc ça risque d'être compliqué et tout va passer par là. C'est-à-dire que même si la D-line réussit à mettre la pression et si les backers réussissent à fermer le jeu au sol, si derrière tu te prends des big plays à la passe parce que ton secondary ne tient pas, ça va vite devenir compliqué, voire même très compliqué pour les Tigers. Pour ce qui est de leur place aux Tigers à la fin de l'année, je les vois bien finir 3e. Pour moi, c'est 3e de SEC Est, je parle. Pas de toute la SEC, vraiment juste de la SEC Est. Pour moi, c'est envisageable parce que ils ont un calendrier qui est plutôt facile à aborder. On va le voir un petit peu plus tard, mais franchement, je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont là, avec ce qu'ils vont avoir en face dans la SEC Est, je pense vraiment qu'une 3e place, c'est largement envisageable. Donc pour ce qui est du calendrier de Missouri, on a donc en week 1, ils vont affronter Central Michigan à la maison. Ensuite, ils se déplacent à Kentucky. Ensuite, ils reçoivent Missouri State. Ils se déplacent à Boston College. Ils reçoivent Tennessee. Ils reçoivent North Texas. Ils reçoivent Texas A&M. Ils ont leur bye week. Ensuite, ils se déplacent à Vanderbilt. Ils se déplacent à Georgia. Ils reçoivent South Carolina. Ils reçoivent Florida. Et ils reçoivent Arkansas. Franchement, moi quand je vois leur calendrier, je me dis que ils peuvent franchement faire un 7-5, 7 victoires, 5 défaites et être donc éligible à un bowl en fin d'année. C'est dans leur corde. Je pense que le talent il est là sur le terrain. Maintenant, il y a quelques interrogations, mais je pense que 7-5 avec ce calendrier-là, c'est faisable. Ils peuvent même aller jusqu'à 9 victoires, 3 défaites dans le meilleur des scénarios. Comme moi j'aime à le dire, Mizzou, ils aiment bien jouer les troubles faites et aller accrocher des victoires là où ils devraient pas. Donc chez des gros, ils aiment vraiment être cette espèce de clou dans le pied des gros. Nous, ça nous arrive, ça nous est arrivé, c'est arrivé à Florida, c'est arrivé à Georgia. Mizzou, faut pas les prendre de haut, même quand on le dirait pas, ils sont capables de venir accrocher une victoire. Et le calendrier est plutôt facile cette année pour Mizzou. Donc si Mizzou fait du Mizzou, ils peuvent réussir à upset 1, voire 2 gros et profiter de la dynamique. Derrière, il n'y a rien qui est impossible, donc 9-3 c'est possible, mais vraiment pour moi c'est dans le meilleur des cas 9-3. Ok, merci Ryan. Du coup, tu nous as fait un peu une petite transition pour Kentucky, donc c'est moi qui m'en occupe. Alors Kentucky sortent d'un bilan de 4-6 en sec avec une victoire en bowl, toujours sur les ordres de Mark Stoops pour sa 9e année chez les Whitecaps. Ils accueillent un nouveau coordinateur offensif
qui est Liam Cohen, qui était assistant de Sean McVay aux Rams. Donc voilà, tu parlais tout à l'heure d'un peu de ces gens, de ces coachs qui ont été en NFL. C'est toujours intéressant de les avoir dans son équipe. Donc en attaque, après le transfert du quarterback double menace Terry Wilson à New Mexico, le poste il se retrouve donc vacant. Ça sera le transfert de Penn State Will Levis, donc ça a été annoncé hier, qui sera les titulaires. Il a gagné sa bataille face au bon quarterback Joey Gatewood, qui est parti sur le portail des transferts, lui, suite à cette décision. Et Beau Allen, le sophomore, sera donc encore une fois backup. Je pense qu'on peut attendre de Levis, c'est vraiment cette capacité à utiliser ses jambes, un peu comme Terry Wilson, mais surtout avec un meilleur bras, vraiment un largement meilleur bras. Donc, je pense qu'il peut transformer un peu cette équipe, enfin cette attaque du moins de Kentucky. Alors, il disposera d'un groupe de receveurs assez solide avec le super senior Josh Ali, le très grand tight end Keaton Upshaw qui sera vraiment à suivre cette année, et le transfert intéressant de Nebraska qui est très explosif, Wendell Robinson. Malgré la perte de London Young et Dre Jackson, Kentucky est vraiment connu pour sortir de très bons joueurs de ligne, que ce soit en attaque ou en défense d'ailleurs. Et pour cette O-line, la star sera l'offensive tackle Darian Kinnard, qui est annoncé comme un top 3, 4, allez, au moins un top 5, on va dire, de la prochaine draft à ce poste-là. Il sera accompagné du guard Fournier, lui aussi, qui sera très sûrement drafté à la prochaine draft. Donc au poste de running back, ce sera Chris Rodriguez qui sera le titulaire. Il disposera d'une rotation vraiment talentueuse avec notamment Cavossier Smoke. Ah, désolé pour la prononciation, c'est pas ouf. Mais les running back Smoke. Ouais, mais c'est dur à dire, Cavossier, si ça se prononce comme ça. Donc voilà, pour le poste de running back. Malgré 3 grosses contre-performances contre Bama, Ole Miss et Florida, qui étaient les grosses attaques de la saison dernière en sec, Kentucky disposait quand même d'une bonne défense. Mais il va falloir faire avec la perte de Jermaine Davis, Boogie Watson, Kelvin Joseph et Brandon Nichols. Donc ça fait quand même beaucoup pour cette défense. Jack West Jones, le linebacker transfert d'Ole Miss, il va revenir renforcer cette escouade de linebacker en famille de Jermaine Davis. Donc qui est très très bon. C'était notre meilleur plaqueur à Ole Miss, si je me trompe pas, la saison dernière. C'était vraiment, j'étais très déçu de le perdre, mais bon voilà, quand tu peux te retrouver à Kentucky et on sait ce qu'a fait Jermaine Davis, je peux le comprendre. Il sera entouré de DeAndre Square et Jordan Wright, lui aussi très 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 talentueux. À suivre au poste de safety, Youssef Corker, qui sera une des seules vraies menaces au poste de DB. Il va falloir que le pass rush soit au rendez-vous, pas comme la saison dernière, c'était une des pires équipes au niveau du pass rush. Josh Pascal et Maquan McCall auront ce rôle de pass rusher. Donc je vais reprendre le calendrier de UK. Alors, ça va commencer avec ULM. Après, on a Mizzou. Donc, comme tu as dit, je pense que ce sera vraiment un match très important pour ces deux équipes. Parce que Kentucky, s'ils gagnent Mizzou, ils peuvent se sortir avec un 3-0 avant d'enchaîner avec un South Carolina, Florida, LSU, Georgia, Mississippi State, Tennessee. Donc, autant vous dire qu'il faut qu'ils sortent à 3-0 avant de se taper cette grosse tournée là, sur les grosses équipes de SEC. Derrière Mississippi State, ils reçoivent Tennessee, ils vont à Vanderbilt, ils reçoivent New Mexico State et ils finissent à Louisville, pardon. Donc, on a vraiment un début et un fin de calendrier très faisable pour UK, mais un milieu de calendrier dévastateur. Donc, au mieux, je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec 6-7 victoires, peut-être 8 avec un peu de chance. Mais je pense que l'enchaînement de South Carolina à Tennessee est vraiment un peu trop dur. Donc, ils vont peut-être s'en sortir avec 1 ou 2 victoires. Donc, voilà, ça ferait grand maximum 8 victoires pour cette équipe de Kentucky. Donc, voilà pour Kentucky. On va passer à la prochaine équipe qui n'est d'autre que
Georgia. Et vous inquiétez pas, c'est pas Guigui qui le fait, donc ça va bien se passer. On a eu un peu de sens là-dessus. On n'a pas donné Georgia à Guigui parce qu'il fallait un peu de. Pour moi, donc les Bulldogs domiciliés à Athens, qui ont fait une saison 2020 qui était relativement bonne. Hein. Ils finissent à 8-2, 7-2 en conf. Donc calendrier Covid, hein, vous êtes tous au courant maintenant. Donc presque, que du match SEC. Leurs seules défaites sont contre Bama, comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Et contre Florida, du coup. Grand bonheur de voilà. Donc du coup c'est bon, t'as fait ton quota d'intervention, on est bon. Dernier match de la saison régulière SEC a été annulé, c'était contre Vanderbilt, donc à cause du Covid. Avant d'être envoyé au Peach Bowl à Atlanta, où ils ont joué les Cincinnati Bearcats et ils ont gagné 24-21. Pour ce qui est du coaching, coach principaux, donc on a toujours Kirby Smart en head coach, ça change pas du tout. Et ils ont gardé Todd Monken et Dan Lanning en coordinateur offensif et défensif, donc ça, il n'y a vraiment pas de changement. La stabilité de coach change un peu avec le manque de stabilité peut-être au niveau de l'équipe. Ils ne retournent pas tant de joueurs que ça. C'est ça aussi le problème de certains gros programmes qui ont pas mal de joueurs draftés. Ils se sont fait plus ou moins piocher vis-à-vis du portail des transferts. Ils ont 13 départs pour seulement 3 arrivées. Le plus gros départ, je vais mettre des gros guillemets sur le mot gros départ, c'est leur receveur 5 étoiles qui était un transfert en provenance de UCLA, Demetrius Robertson, qui a fait une grosse saison freshman en Californie, et puis en fait sa seule saison à Georgia, c'est 10 matchs, 12 catchs et à peine 100 yards pour 0 TD. Donc du coup il a retransféré, il est reparti, je sais plus où est-ce qu'il est parti exactement, autant pour moi. Et par contre, leurs 3 arrivées, c'est 3 bonnes arrivées. Et je pense qu'ils prennent 3 starters dans le lot, enfin 2,5. Et Guillaume, je te ferai la petite dédicace après. Donc leurs 3 arrivées, c'est Tyke Smith, donc safety de West Virginia, Darion Kendrick de Clemson, cornerback, et donc le fameux Harry Gilbert, Monsieur Girouette, tight end / receveur / qui jouera pas le début de l'année, en provenance de LSU. Donc Kirby Smart a annoncé, je crois que c'était en fin de semaine dernière, hein, que Harry Gilbert ne jouerait pas, en tout cas pour le moment, à cause de personal issues, comme il a dit. Donc c'est la manière de dire vous en saurez pas plus. On n'a pas envie de dire ce qui se passe. Donc voilà, et du coup j'ai pas vraiment lu en détail. Je suis pas allé plus loin en détail que ça. Je sais pas s'il a annoncé que c'était mort saison ou c'était temporaire. J'ai pas vraiment trouvé de trucs là-dessus. Je pense que c'est plus temporaire en attendant. Ça reste quand même là. Ah ouais, carrément. Moi, j'avais vu sur le portail des transferts. Il va à LSU? Dis pas ça, il va faire un arrêt cardiaque. Je sais pas. Non, il était marqué en arrivée en fait, donc je sais pas. Je sais pas si c'est officiel ou quoi. Donc ça reste quand même la big news, hein, qui vient de tomber là il y a quelques jours. L'indisponibilité de Harry Gilbert, parce que grosse target, il n'y a pas à dire. Hein, c'était surtout avec Pickens, on y reviendra après, qui s'est fait les croisés. Voilà, c'était la source de target qui devrait venir en plus, mais du coup, non en fait. Donc va falloir trouver les targets autre part. Pour ce qui est de la recruiting class 2021, Georgia quoi. J'ai envie de dire depuis 4-5 ans, 4e national, 3e en SEC, 20 joueurs, 4-5 étoiles. Chose qui fera plaisir à Elio, la petite dédicace, ils ont 3 joueurs recrutés in-state. Donc voilà, c'est 11-4 étoiles, c'est toujours un effectif qui chaque année se renouvelle avec de gros potentiel. Le pôle est tombé il n'y a pas longtemps, 5e au AP Poll. Je tiens à souligner, petite dédicace aussi, le même classement, on voit que c'est un vrai expert. Le Paco Poll qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Georgia était aussi 5e. Pour ce qui est de la revue d'effectifs, ils ont que, entre guillemets, 7 starters qui reviennent en attaque. Le principal restant, bien entendu, JT Daniels, le quarterback. Kirby Smart a annoncé très récemment d'ailleurs qu'il serait le starting quarterback. L'année dernière, c'était un peu compliqué. À la base, il était 3e QB. Après son transfert en provenance de USC, mais Matisse, le starter, a été benché dès le premier match contre Arkansas. Puis Bennett qui l'a remplacé, d'ailleurs, je crois que c'est contre Florida qui se pète l'épaule. À 5 matchs de la fin, donc Daniels a starté les 4 derniers matchs de la saison. Et ça reste 4 victoires. Donc pour l'instant, JT Daniels invaincu en tant que starter avec les Bulldogs. Il arrive avec un bon momentum du coup. Bon momentum et surtout une certaine stabilité. Il n'y a pas de Covid. Enfin, pas de Covid.
je me comprends. Une off-saison complète sans trop de problèmes Covid, il garde son coordinateur offensif. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, pour avoir vu quelques tapes, je suis pas non plus le plus grand fan. Premièrement parce en tout ce qui est college football, je préfère les QB mobiles et j'ai regardé ses stats sur ces 4 matchs, c'est que du négatif. Il a pas de course. Et sur les deep balls, j'ai un petit problème avec lui, c'est qu'il y a beaucoup trop d'air à mon goût et c'est pas mal. J'ai l'impression de voir Taysom Hill lancer, ce qui est pas forcément le plus grand des compliments que je puisse faire à un quarterback. Au Avec niveau moins de des bras. ouais, il a un moins bon zip clairement. Alors par contre, il est très bon dans la comment dire, c'est pas un coureur, mais par contre tout ce qui est lancé dans la course, il est très bon. Il y a pas à dire, il a un très bon zip, tout ce qui est intermédiaire, il y a pas de souci. J'ai juste ce problème sur les deep balls. Après, ça reste mon avis à moi. Pour ce qui est des running backs, on aura un workhorse, le redshirt sophomore, ce sera Zamir White. Il finit 2020 avec plus de carry et autant de yards que les 3 running backs qui étaient derrière lui. Donc il n'y a pas de raison que ça change, ça reste leur running back 1. Surtout le fait qu'il met 11 TD, mine de rien, donc plus d'un TD par match. Mais ça reste quand même, ils ont quand même une bonne running back room. Donc même s'il y a un problème avec White, ils ont quand même du monde derrière. Avec James Cook, même s'il a alterné quelques blessures aussi, et Kenny McIntosh entre autres du coup. On parlait de Pickens et de Harry Gilbert tout à l'heure pour les receveurs. Donc comme je disais, ça va faire beaucoup de targets à devoir redistribuer. Donc Karis Jackson, qui était le leading receiver 2020 avec 1 yard de plus que Pickens, est toujours là par contre. Jermaine Burton. Ils ont toujours leur petit speedster, Arian Smith, et le tight end Darnell Washington, qui, alors au début quand j'ai vu le gabarit, j'ai cru que c'était un tackle. Voilà, 6'7", 270. Non, il est tight end et il est bon en plus. Il finit avec 166 yards en seulement 7 catchs l'année dernière. Donc je crois qu'il a 23 yards par catch de moyenne. Donc, gros potentiel là-dessus aussi. En line, il y a Trey Hill et Ben Cleveland qui ont été draftés au printemps là. Donc seulement 3 de retour. Mais voilà, c'est Georgia. Donc Georgia, ça veut dire que depuis 2017, ils ont au moins un O-line 5 étoiles qui arrive dans leur classe de recrutement. Donc ils ont énormément de potentiel, énormément de talent. Donc je me fais pas de soucis au niveau de la O-line. Il reste quand même 3 starters de l'année dernière qui sont là pour l'expérience et après ils ont le potentiel pour plug in aux endroits où ils ont besoin, quoi. Et le joueur star de cette, je parlais des 5 étoiles justement, un de ces 5 étoiles qui est arrivé il y a quelques années, c'est Jamari Salyer, qui sera le leader de cette O-line. Pour la défense, le front 7, ça reste solide, il n'y a pas à dire. Toujours une bonne D-line, Georgia, c'est dans l'ADN de cette équipe. Ils ont un très bon DT, Jordan Davis. Ils ont 2 super seniors en plus, Devontae Wyatt et Julian Rochester. En linebacker, par contre, ils perdent Monty Rice et Aziz Ojulari à la draft. Mais ils conservent leur leading tackler, donc qui était Nakobe Dean, toujours là. Et ils ont toujours leur pass rusher Adam Anderson, qui était à 6 sacs et demi. Et surtout, moi, je t'avoue que c'est 21 QB hits qui m'ont surpris pour le reste de sa production. Pour moi, là où ça se complique, logiquement, en fait, quand on voit les départs, c'est le backfield défensif. Premier départ à noter l'infameux que Val connaît très bien, Eric Stokes, qui est parti à la draft chez les Packers. Tyson Campbell, Richard LeCounte et Mark Webb, tous les 4 draftés, les 4 meilleurs DB de Georgia. Donc gros déficit d'expérience à ce niveau-là, mais encore une fois pas de talent. Voilà, ils ont Lewis Sine qui est leur deuxième leading tackler, il avait 52 plaquages l'année dernière. Kelly Ringo qui était, soit dit en passant, le corner numéro 1 de la recruiting class 2020. Mais surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont pas transféré à des postes anodins. Ils ont récupéré, donc, comme j'ai dit, Darion Kendrick de Clemson et Tyke Smith de West Virginia, qui vont apporter non seulement de la profondeur, mais surtout batailler pour le starting spot en week 1, donc au poste de corner et de nickel pour Smith. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que quand on va un peu plus loin, c'est que quand on a des DB qui sont soit jeunes, soit inexpérimentés, soit qui ont un peu de mal, le meilleur ami des DB en difficulté, c'est un front 7, c'est un pass rush. Et avec Georgia, normalement, ça posera pas de problème. Donc je pense que ça va permettre aux DB de se mettre en place, de faire en sorte que la mayonnaise prenne bien au niveau du backfield défensif, grâce à ce front 7 justement. Les joueurs à suivre, sans surprise, rien à dire, c'est JT Daniels. Est-ce qu'il va être capable de rester sur son momentum 2020? Harry Gilbert, pour moi, je l'avais mis parce que potentiellement il sera là, ça on le sait pas. Est-ce qu'il sera sur le transfert ou pas?
ça peut être un game changer pour eux. Et là, je vais faire très mal aux oreilles à Guigui. Guigui, je te promets, bouge-toi les oreilles. Pour moi, ça peut être un Kyle Pitt pour cette offense. Ça peut être ça. Je dis... Garde tes insultes, s'il te plaît. J'ai dit que ça peut être au niveau de l'impact qu'il a sur l'attaque. J'ai pas dit que c'était un Kyle Pitts, calme-toi. Mais voilà, pour moi, ça peut être ce type de pièce pour l'attaque de Georgia. Et faiblesse, je mettrais en bas, logiquement, les DB, quoi. Est-ce que quand on perd ses 4 meilleurs joueurs, on est obligé de se demander si les 4 vont réussir à prendre les rênes après. Question que tout le monde se pose, en vrai, est-ce que Georgia va enfin mettre à profit ses recruiting classes monstrueuses, en fait? Parce que je suis allé chercher, et depuis que Kirby Smart il est là, ils ont quand même recruté 26 5 étoiles. Donc sur sa 6e année, là, il est Kirby Smart. Comme Guigui aime à le redire, Georgia est toujours à 0 titre, quoi. Ils n'ont pas de titre de SEC depuis 2017. La fameuse année où ils vont jusqu'en finale contre Bama en overtime. Et pourtant, là on a le Happy Poll pré-saison qui est sorti, c'est la 4e année qu'ils sont dans le top 5 consécutivement, mais au final ça gagne pas, quoi. Donc est-ce que la 6e année sera la bonne pour Kirby Smart? J'espère pour eux en tout cas. Pour cette année, Georgia ça reste quand même un contender, il n'y a rien à dire dans la SEC, surtout dans la East. Où faut pas se voiler la face, le titre il va jouer entre Georgia et Florida en week je ne sais plus combien, je crois que c'est le 30 octobre si je dis pas de bêtises. Là où moi je pensais que Florida avait l'edge tout à l'heure quand on parlait, Florida et Georgia sortent de bye week. Donc les deux équipes vont avoir une week off pour se préparer pour ce match-là, donc quelle que soit l'équipe que vous regardez, ce sera le match à suivre. Surtout que Georgia ne croise pas avec Bama cette année. Donc ils ont un calendrier qui est pour moi très très facile, mis à part la fameuse Week 1, où ils vont se taper les numéros 3, Clemson. Donc calendrier relativement simple, on va y venir rapidement. Donc ils commencent à Clemson, pour moi en tout cas ce sera une défaite. Après ils ont UAB, South Carolina, ils vont à Vanderbilt, Arkansas, ils vont à Auburn, Kentucky. Ils ont Florida après la bye week, un peu en début de fin de calendrier, on va dire ça comme ça. Par contre, ce sera sur terrain neutre d'ailleurs, ce sera avec Jacksonville. Donc c'est les deux sortes de bye week et sur terrain neutre, donc c'est vraiment on peut pas faire plus équitable à ce niveau-là. Et ensuite ils finissent sur Missouri, Tennessee, les fameux Charleston Southern Cupcakes et Georgia Tech pour la rivalité à la fin. Moi je les vois à 10-2. Très honnêtement, je les vois à 10-2. Je les vois pas gagner à Clemson en week 1. Et je vois Florida garder son momentum contre eux, surtout sur terrain neutre. Et après pour la finale de conf, ça va dépendre ils auront pas le match-up direct contre Florida, donc il faudra qu'ils prient pour que Florida aille taper une défaite un peu inattendue quelque part d'autre, quoi. Ok, super, merci Kevin pour cette preview des Bulldogs de Georgia. On va passer au Commodore de Vanderbilt maintenant. Vanderbilt, on sait un peu, hein, c'est un peu la blague, on va dire, du college football. Vanderbilt avec leur stade qui est très rarement rempli, et quand il est rempli, c'est souvent des fans adverses plutôt que des fans domicile. On va dire qu'ils sont plus sur du baseball que sur du foot US là-bas à Vandy. Donc l'année dernière, sur leur saison full SEC, ils finissent malheureusement à 0 victoire, 9 défaites. Alors pour le coup, c'est dommage parce que ça ne reflète pas vraiment leur saison, je trouve. Parce qu'il y a eu des très belles choses par rapport aux saisons dernières. En plus, ils venaient de perdre leur running back star Keyshawn Vaughn, qui était parti à la draft, qui tapait du milliard tous les ans. Donc c'était vraiment pas gagné pour eux. Et franchement, ils arrivent à accrocher Texas A&M en week 1 chez eux, au Texas, où ils perdent seulement 17-12. Ils arrivent à accrocher Mississippi State, où ils perdent 24-17 aussi à l'extérieur. À Kentucky, pareil, 38-35, ils perdent. Donc, on remarque que domicile extérieur, eux, ils s'en foutent un peu. Ils n'ont pas beaucoup le pouvoir du public à Vanderbilt, c'est pas leur point fort. Donc, c'est un peu pareil quand ils jouent à l'extérieur ou à domicile, malheureusement pour eux. Il y a eu un changement de coach en début de saison dernière, avec le départ de Derek Mason et l'arrivée de Clark Lea, l'ancien coordinateur défensif de notre cher ami Gus de Notre-Dame. Nouveau coordinateur, nouveau head coach, donc ça implique souvent pas mal de départs, parce que du coup, t'as entre les joueurs qui suivent le head coach, les joueurs qui ont été recrutés par le head coach, les joueurs qui sont commit avec l'ancien head coach, ça implique un turnover, donc c'est souvent des années un peu compliquées.
Pas franchement en fait. Enfin, si, parce qu'ils finissent à 0 victoire. Mais sur le fond, il y avait quand même du mieux. Et ils ont la chance de récupérer énormément de monde. Et énormément de production surtout. Donc, à commencer par Ken Seals, leur quarterback dont j'ai parlé, qui fait une saison correcte, qui finit quasiment à 2 milliards. 2 milliards à la passe. C'est pas grand chose, mais comme vous voyez, à Vanderbilt, c'est déjà beaucoup, je vous promets. Donc c'est une bonne chose. Sur le poste de receveur, ils récupèrent leur top 3, leurs 3 cibles, enfin leurs trois starters avec Cam Johnson, Amir Abdul-Rahman et Chris Pierce Jr. Ça récupère beaucoup de production, mais ils ont récupéré le transfert de Temple, Raymond Davis, qui avec Temple en 2019 sur les freshman avait quasiment rangé milliard, donc ça sera sûrement lui le titulaire. Une offense jeune qui récupère pas mal de production, voire quasiment toute leur production. Un transfert intéressant. Il y a de l'espoir pour cette offense. Par contre, c'est le côté de la défense où c'est vraiment très compliqué, on va pas se mentir. Je crois que ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils étaient classés 12e ou pire en scoring defense et total defense au sein de la SEC dans son ensemble. Pas forcément que de la S, mais vraiment dans son ensemble. Ils récupèrent leurs 2 safety, Dashon Jenkins et Brandon Harris, ainsi que leur espèce d'hybride linebacker safety Anthony Orji. Mais par contre, au-delà de ça, leur pass rush, leur front seven, il fait pas le taf. En tout cas, pas pour le stand-in de la SEC. Ils ont du mal à forcer les turnovers. Ils font que 2 inters la saison dernière. Quand tu as un backfield assez shaky, on va dire, ouais. Ton meilleur ami, ton meilleur pote, c'est ton front seven pour mettre de la pression sur le quarterback. Et inversement. Et là, en fait, il n'y a pas un qui arrive à relever l'autre. En fait, vraiment, tu mets pas de pression, tu crées pas de turnover. C'est rarement une bonne recette, surtout dans la SEC moderne, enfin dans le college football moderne et dans la SEC moderne. Quand on voit les attaques de feu qu'il peut y avoir à droite à gauche, ça me fait un peu peur. J'ai vraiment de l'espoir pour leur attaque. Tandine de Vanderbilt, il y a des choses intéressantes en attaque. Maintenant, j'ai vraiment peur qu'ils s'en prennent 50 par match et que ça soit très compliqué pour eux. Premier match, ils jouent East Tennessee State, donc une équipe de FCS. Ça va peut-être leur permettre de pas finir encore une fois. Ils se déplacent à Colorado State, donc ça va être compliqué. Derrière, Stanford et Georgia, ça risque d'être des défaites. Yukon, derrière, c'est déplacement à Florida, à South Carolina, réception de Mississippi State, Missouri et Kentucky, et des déplacements à Ole Miss et Tennessee. En étant un peu optimiste, on peut leur donner 2-3 victoires avec un petit upstate, pourquoi pas contre Colorado State ou Tennessee. Ou Tennessee, moi, j'y crois vraiment pas cette année. Je croyais déjà pas les années précédentes, mais j'arrive pas à y croire cette année non plus. Et c'est vraiment dommage parce que j'espère vraiment qu'avec ce nouveau head coach, ça va insuffler une nouvelle énergie, ça va recruter un petit peu mieux. Ça va réussir à récupérer, pourquoi pas. On a déjà vu ça dans des petites équipes de SEC où des anciennes, on va dire, stars lycéennes un peu déchues des grosses équipes essaient de se refaire une jeunesse là-bas. C'est méchant comment je vais dire, mais honnêtement, ça me fait de la peine de les voir galérer année après année. Même Arkansas, on a vu l'année dernière qu'il y avait un petit renouveau, il y avait des belles choses qui peuvent se continuer sur cette année. On a déjà fait la preview et j'aimerais bien un peu que Vanderbilt suive un peu cette voie-là. J'aurais juste 2 petites questions très rapides pour toi, Guigui. Premièrement, avec les arrivées annoncées donc de Texas et Oklahoma sur la SEC, est-ce que tu penses qu'il y aurait une sorte de compensation avec 2 équipes qui partiraient de la conférence, dont Vanderbilt qui a clairement du mal en ce moment dans la conférence? Et deuxièmement, plus dans le jeu, est-ce que tu penses que niveau offense, ils ont de quoi conserver le ballon pour faire en sorte que la défense soit moins sur le terrain et éviter, comme tu disais, de prendre 50 pions par match? Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment cette capacité-là au niveau de l'attaque pour soulager la défense? Alors, pour répondre à ta première question, je ne pense pas, parce que à mon avis, déjà, eux ne voudront pas, dans le sens où ça leur rapporte quand même pas mal d'oseille. Ouais. En baseball, comme je l'ai dit, c'est une vraie powerhouse. Ouais, clairement. Même
même si évidemment le baseball rapporte beaucoup moins d'argent à l'université que le foot. Je pense que c'est quand même important pour la SEC de garder ça. Donc je ne pense pas que ça partirait. Et ça parlait plus d'un réalignement avec notamment, c'était qui? C'était Alabama et je sais plus qui partait à l'Est pour laisser 2 places à l'Ouest pour les deux nouveaux. Pour équilibrer les deux, ok, d'accord. Ouais. C'est ça. Et pour répondre à ta deuxième question, si je dis pas de bêtises, Ken Seals, il finit à, je crois, 12 TD, 10 inter l'année dernière. J'ai pas la stat sous les yeux exactement, mais je crois que c'est ça. Donc il fait pas tellement d'erreurs, il perd pas souvent le ballon. Une inter par match, c'est pas énorme en vrai. Quand tu t'appelles Vanderbilt et que tu joues les équipes contre qui tu joues, c'est pas énorme. S'ils arrivent, comme tu dis, effectivement, à conserver la balle, à pas faire trop de turnover, à développer un jeu aux courses avec leur petit transfert de Temple, effectivement, ça peut, comme tu dis, laisser du temps à la défense déjà de souffler, parce que si tu prends du 3 and out pendant 15 semaines, bah, à la fin de saison, ta défense déjà qu'elle n'est pas bien talentueuse de base, en plus d'être un peu limitée, elle est sur les genoux, donc voire blessée. C'est aussi, même si leur head coach a une vocation défensive, et ça, pour le coup, qui peut leur faire du bien, s'il y a bien un truc que Notre-Dame sait faire, c'est bouffer le chrono. Notre-Dame donc, même si... Ouais, Notre-Dame. Alors, oui, oui, autant pour moi. Oui. Notre-Dame. Donc Notre-Dame, ils savent bouffer le chrono, ils savent être intelligents là-dessus. Donc je pense que même si c'est un coordinateur défensif de base, il a quand même 2-3 bases offensives à mon avis s'il est coach. Oui. Donc ça peut jouer aussi en leur faveur. Et comme je disais, ouais, fallait vraiment passer à autre chose après Derek Mason. Ça fonctionnait plus sous lui. Donc je pense que ça va être un des points importants pour cette attaque. C'est vraiment limiter le nombre de turnovers et capitaliser au maximum sur des longs drives. Merci Guigui. Donc on va passer à l'université du Tennessee. Je passe un gros bonjour à Vols France sur Twitter. Donc il m'a donné quelques petites infos. Donc Tennessee, saison très très compliquée la dernière. Ils finissent en 3 victoires pour 7 défaites. Nouveau head coach, Josh Heupel, qui nous vient de UCF. Donc d'un point de vue schéma de jeu, il m'a dit Vols France que comme quoi Heupel gardera quasiment le même système que là-bas. Guarantano parti à Washington, Schrute à Colorado. Le survivant, c'est Harrison Bailey, mais le transfert de Michigan, Joe Milton, est parti pour être le quarterback numéro 1. Donc après, sur le poste de QB, on a aussi le transfert très surprenant, enfin pour moi en tout cas, de Hendon Hooker, qui nous vient de Virginia Tech, qui apportera au jeu au sol, grâce à sa grosse double menace. C'est un très gros physique, Hendon Hooker. Au poste de running back, 2 gros départs, encore une fois. C'est un peu, je crois comme il l'a mis sur Twitter, c'est Tennessee Transfer Ball, c'est un truc comme ça. Donc c'est vraiment l'équipe qui a peut-être le plus de transferts, à mon avis, sur la off-season. Transfert Portal University. Ouais, voilà. Au poste de running back, du coup, 2 gros départs, avec après celui de Chandler, parti pour UNC, et Eric Gray à Oklahoma. Ça sera la superstar de JUCO, Tyon Evans, le titulaire, avec Jabari Small dans la rotation. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là du ballon. Au poste de receveur, Velus Jones et Jalen Hyatt seront les principales attractions avec Cedric Tillman. Donc c'est un petit peu moins talentueux de ce qu'on a pu voir les dernières saisons, mais ça reste des joueurs assez solides de college football. Sur la ligne offensive, après le départ de Trey Smith pour la NFL et la perte sur le portail des transferts de 2 athlètes, Ken Mays sera l'attraction à suivre sur cette saison. Lui qui est listé comme un top guard, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur guard pour la prochaine draft. Darnell Wright sera lui aussi l'autre joueur à suivre pour cette O-line, lui qui est très très bon. Nouveau coordinateur défensif pour les Vols avec la venue de l'ancien des Natty Lions. Beaucoup de transferts, encore une fois, pour Tennessee, dans le mauvais sens, avec la perte d'Henry Toto qui est parti à Alabama, de Cavaris Crouch et DeAndre Johnson. Donc voilà, les 3 linebackers titulaires, ils sont partis. C'est Juwan Mitchell qui est transfert de Texas, qui ramènera un peu de talent dans ce front 7, avec le defensive tackle Matthew Butler Jr. qui sera à suivre. Et on a un backfield avec de l'expérience, mais vraiment pas hyper talentueux. C'est vraiment pas ouf. On a le duo de
duo Jalen McAuliffe et Trevon Flowers qui sont les joueurs à regarder. Mais à part ça, c'est un petit peu compliqué sur le backfield de Tennessee. Donc au niveau du calendrier, ça va être encore une fois très compliqué. À mon avis, comme dirait Guigui, moi j'y crois pas trop. Ils reçoivent BGSU, ils reçoivent Pitt, ils reçoivent TNTC. Alors je sais pas quelle équipe c'est. Et voilà, c'est des matchs un peu cake, donc ils ont la chance de recevoir sur leurs 3 premiers matchs, donc ça peut leur faire quand même 3 victoires, mais à voir avec Pittsburgh quand même qui est une bonne équipe, donc ça ils peuvent passer en 2-1. Après encore l'enchaînement sec qu'on connaît tous, Florida, Mizzou, South Carolina, Ole Miss, Alabama, UK, UGA. Donc autant vous dire que normalement ils s'en sortent avec 0 victoire. Peut-être Missouri, peut-être South Carolina, voilà, il va y avoir 1 ou 2 matchs accrochés. Et ils finissent sur USA et Vanderbilt. Donc c'est très dur je trouve, de leur donner un bilan favorable quand on voit l'enchaînement Florida, Missouri, South Carolina, Mississippi, Alabama, UK, UGA. Ça peut en sortir avec 2, allez, maximum, vraiment grand maximum 5 victoires. Je pense que ça tournerait peut-être encore une fois à 3 victoires comme la saison dernière. Donc malheureusement pour Tennessee, ce sera pas encore maintenant qu'ils vont retrouver leur niveau légendaire qu'ils ont pu avoir. Il va falloir être patient. Il y a un nouveau coach, de nouveaux coordinateurs. Il va falloir qu'ils puissent recruter leurs joueurs qu'ils veulent. Donc ça va prendre encore peut-être 2-3 ans avant de retrouver un gros Tennessee. Donc voilà pour Tennessee. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la dernière équipe qui est South Carolina. Les Gamecocks qui nous font donc une saison 2020 avec un bilan de 2 victoires pour 8 défaites, pas de bowl. Le moment fort de la saison, c'est très certainement leur victoire 20-30 en week 4 contre Auburn, qui à ce moment-là était classé 15e. Les Gamecocks pour cette saison, reconstruction. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. Il y a des mouvements de coaching dans tous les sens, à commencer par Mike Bobo, qui part justement en direction d'Auburn. Il avait assuré l'intérim en fait sur la saison 2020 suite au début de saison catastrophique de Will Muschamp. C'était horrible. C'était une année hyper compliquée. De toute façon, 2-8, vous voyez, il n'y a pas de secret. Donc du coup, Mike Bobo part. Il part à Auburn, il est remplacé par Shane Beamer, qui est donc du coup en première année en tant que head coach dans sa carrière. Il a un joli CV, Beamer, parce qu'il est notamment passé par Oklahoma, Georgia et Mississippi State. À chaque fois, il est passé dans ces équipes-là en période de reconstruction et on voit que ces équipes-là, ils ont connu des hauts et des bas, mais derrière, ils ont quand même réussi à bien repartir. Du coup, pour remplacer Mike Bobo, qui à la base était là en tant que coordinateur offensif, Beamer a choisi de faire confiance à Marcus Satterfield, qui a 20 ans d'expérience dans le football. C'était le petit protégé de Matt Rhule, donc le head coach des Carolina Panthers, qui l'avait donc dans son staff depuis 3 ans, 2 ans à Baylor et 1 année aux Panthers. Satterfield, il a notamment pété quelques records en tant que coordonnateur offensif à Temple entre 2013 et 2015 grâce à sa spread offense. Donc ça annonce quand même du bon pour South Carolina. Pour ce qui est du corps de def, on avait Travaris Robinson qui est donc parti aux Hurricanes. Il est remplacé donc par Clayton White qui débarque de Western Kentucky. Pareil, il a été coordonnateur défensif ces 2 dernières années là-bas. Et la défense de Western Kentucky, elle s'est quand même classée dans le top 30 des meilleures défenses du pays, donc 25e et 28e sur ces 2 dernières années. Donc c'est vraiment pas mal quand on sait le vivier de talent qu'il y a à Western Kentucky. Sinon, juste pour info, donc Clayton White il joue une 4-2-5, ce qui se voit quand même plutôt pas mal ces dernières années. Sur le transfert portal, il y a eu beaucoup de mouvements. Forcément, qui dit reconstruction et départ de coach dit mouvement. Donc, du coup, il y a eu pas mal de départs, mais Beamer, il a quand même réussi à bien limiter la casse en récupérant quelques très bons joueurs. Donc, parmi les départs les plus notables, on a Ryan Ilinski, qui est donc parti à Northwestern, et on a appris que d'ailleurs, il ne serait pas le quarterback titulaire là-bas. Donc, départ. Il faudra voir s'il va pas le regretter sur ses prochaines années.
C'était le 3e meilleur pocket passeur sur le transfert portal, d'ailleurs, Ryan Ilinski. On a DeShaun Fenwick qui est parti à Oregon State, qui était le premier all-purpose back sur le transfert portal. Donc ça fait quand même deux postes quand même assez importants qui partent. Donc tu perds un running back et tu perds ton quarterback, ça fait quand même mal. Mais du coup, en arrivée, comme je vous dis, Beamer il a réussi à récupérer quand même pas mal de bons joueurs. Il y a surtout 4 noms à retenir qui vont faire du bien aux Gamecocks sur les années à venir. Le premier, c'est Jordan Strachan. C'était littéralement le D-line avec le plus de sacs au compteur en 2020 à Georgia State. Il est considéré comme le meilleur edge du transfert portal et le 13e joueur, le 13e meilleur joueur tout poste confondu. Donc c'est un très très bon ajout. Ensuite, on a Amarian Brown et Jason Brown, respectivement wide receiver et quarterback. L'un a commencé dès son année freshman à briser des records à Georgia Tech, donc des records qui étaient jusque-là détenus par Megatron, donc Calvin Johnson, c'est quand même quelqu'un. Donc il risque de faire un bien fou dans le slot pour les Gamecocks et risque de voir le terrain très très rapidement. Sinon, le quarterback titulaire, donc moi j'ai noté Luke Doty. Je pense que il va récupérer la place de quarterback titulaire. Maintenant, à voir. J'ai appris là juste avant d'enregistrer que Luke Doty, il s'était un petit peu fait mal au pied à l'entraînement, un truc comme ça. Donc il sera sûrement pas là pour la première week. Maintenant, à voir si ça va être un petit peu plus grave ou pas. Comme j'ai dit, l'arrivée de Jason Brown risque de faire vraiment du bien parce que si tu dois te séparer de Luke Doty pour une durée indéterminée, ce mec-là peut rentrer directement et faire du bien à ton attaque. Sinon, à part ça, donc dans les joueurs stars à suivre, j'ai noté donc Jordan Strachan et Kingsley Enagbare en défense. Les deux D-line, ils compilent donc 16,5 sacs à eux deux en 2020. Bonjour, comme dirait Guillaume. Je pense que ça peut faire du bien quand tu es dans une période de reconstruction d'avoir deux edge rushers qui sont capables de faire mal aux offenses adverses, surtout en SEC. Et pour ce qui est de l'attaque, j'ai noté Kevin Harris, donc le running back qui sort quand même d'une saison donc très compliquée, hein, comme je vous ai dit, 2-8, 2 victoires, 8 défaites. Il sort quand même d'une saison à milliards. C'est le premier running back de South Carolina à le faire depuis presque 10 ans. Le dernier, c'était Mike Davis, donc qui est aujourd'hui aux Falcons, et qui l'avait fait en 2013. Donc clairement, pour ce qui est des forces de l'équipe, j'ai noté les running backs, le jeune quarterback, pas mal de talents inexpérimentés en wide receiver et un jeune coaching staff. Donc les running backs de South Carolina, ils vont avoir du travail. Quand on sait que la room elle est occupée donc par Kevin Harris qui sort d'une saison à milliards, de Marshawn Lloyd qui est un freshman 5 étoiles et d'un All-American en JUCO, Zach-Andre White, je pense que tu ne te prives pas de les utiliser. Si tu peux les faire tourner les trois et les garder frais, fais-le. En faisant ça, tu risques de garder ta défense en dehors du terrain parce que tu risques de grappiller pas mal de temps. Donc vraiment, n'hésite pas, utilise-les. Donc les forces de l'équipe, ça va vraiment être cette room de running back. Pour ce qui est des faiblesses, j'ai dit forcément, on regarde du côté du secondary. Avec pas moins de 5 joueurs partis entre la saison dernière et celle-ci. Les squads, elle est pauvre, que ce soit en termes de talent ou tout simplement de nombre. Clayton White a beau avoir un très beau CV en tant que corps def, je suis pas sûr que son schéma ou son play calling suffise à camoufler en fait les squads de DB qui risquent d'être très justes sur le papier. Et ça, même si tu as justement une grosse D-line, ça risque d'être compliqué, donc à voir. Pour ce qui est de la question que tout le monde se pose, j'ai mis est-ce que SC est capable d'accrocher un ball dès la première saison de Beamer ? Franchement, je pense pas du tout. Comme je vous ai dit là, ça va vraiment être une grosse reconstruction. Même s'il y a des joueurs qui ont l'air vraiment talentueux sur le papier et que tu as réussi à les récupérer sur le transfert portal, je pense que ça risque d'être un petit peu juste. Donc à voir, mais franchement, je pense pas. Maintenant, si tout clique et si la mayonnaise prend, pourquoi pas ? Parce que comme je dis, il y a du talent, mais je pense que ça risque d'être un petit peu juste. Pour ce qui est du calendrier, donc du coup, ils reçoivent Eastern Illinois. Ensuite, ils se déplacent à East Carolina, ils se déplacent à Georgia, ils reçoivent Kentucky, ils reçoivent Troy. Ils se déplacent à Tennessee, ils reçoivent Vanderbilt, ils se déplacent à Texas A&M. Ils ont une bye week, ensuite ils reçoivent Florida, ils se déplacent à Missouri, donc pour affronter les Tigers, ils reçoivent Auburn et ils reçoivent Clemson. Je leur ai donné un pronostic de 4-8,
Je pense qu'il y a quelques matchs qui peuvent accrocher avec le talent qu'il y a dans leur effectif, mais ça risque d'être vraiment trop compliqué sur l'intégralité de leur calendrier. C'est pas le calendrier le plus facile. Dans le meilleur des cas, ils sont capables d'aller chercher, je dirais 6 victoires, 6 défaites, vraiment dans le meilleur des cas, mais je pense pas. Moi, je leur donne plutôt un 4-8 sur la saison. Ok. Bah, du coup, vous pensez quoi? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Florida et Georgia seront les deux meilleures équipes côté Est, quoi. Ouais. Je pense que comme on a dit, Guigui et moi sur nos previews, je pense que le 30 octobre sera la date qui décidera du vainqueur de la liste. Ouais, ça va être un gros match. Ça, tous les fans de college football, ils peuvent cocher cette date-là dans leur calendrier parce que tout y est en fait. Tout est là pour un match de légende en fait. Juste 2 secondes. Revenir sur ce qu'a dit Ryan sur sa preview là à l'instant. Pour les gros amateurs de défense et de la prochaine draft, t'en as parlé assez rapidement, mais Enak Barré là, lui c'est un premier tour. Oui. Lui mais les solide, deux, là les deux, Kingsley Enagbare et Jordan Strachan, comme je te dis, Strachan, le mec est meilleur sacker du pays à Georgia Tech. Ah ouais, non mais ça va. Le mec, il y avait rien autour de lui à Georgia Tech. Qu'est-ce que je raconte? À Georgia State, il y a rien autour de lui, le mec. Et là, à son opposé, tu vas lui mettre justement Kingsley Enagbare qui est un monstre. Lui aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les O-line, ils pourront pas se concentrer, faire plus de protect d'un côté ou de l'autre. Tu protèges trop d'un côté, c'est de l'autre que ça va venir. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, on lance une émission de 17h à 18h les samedis avant les matchs. Et ce sera principalement Baptiste, mais après, chacun pourra intervenir aussi. Et du coup, on vous attend nombreux sur Twitch pour les analyses d'avant-match et tout ce qui s'est un peu passé dans la semaine. Et ça commence dans 2 semaines, là, les copains, du coup. Bah oui. Ouais. Bon, merci les gars pour cette preview. Puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec votre présentateur préféré, Elio Di Mariland. Et puis, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les Il était à Place Clichy ce soir, il pouvait pas. Allez, ciao tout le monde. Ciao.